Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. 3 audiences au palais de la présidence. Le chef de l'État Issoufou Mamadou s'est tout d'abord entretenu avec l'ambassadeur de France au Niger. Christophe Bouchard a dit avoir évoqué avec le président de la République la question du renforcement de la coopération entre nos deux pays dans les secteurs sociaux de base, mais aussi la question sécuritaire de la région du Sahel. Le diplomate français a sa sortie d'audience. D'abord, évidemment, le dossier de la sécurité mutuelle, la sécurité dans la région sahélienne dont on a parlé, dans l'approche, dans la perspective du sommet de l'Élysée qui aura lieu à Paris début décembre, qui sera justement consacré à la question de la sécurité en Afrique et tout particulièrement au Sahel. Donc, nous allons parler de la situation du Niger et des pays voisins, et puis nous avons aussi parlé des différents domaines de coopération économique entre la France et le Niger, dans le domaine de l'aide budgétaire, puisqu'il y a une mission qui a lieu cette semaine pour discuter d'une nouvelle aide budgétaire française au Niger, et puis les gros dossiers économiques sur les infrastructures qui intéressent la France. Justement, est-ce qu'il y a un sujet particulier que vous avez développé avec le chef de l'État? Sur les projets économiques, la France est impliquée, je dirais, dans un grand nombre de grands projets économiques. Il y a évidemment la question de l'uranium, de la situation des sociétés minières. Il y a aussi le barrage de Kandadji, où l'Agence française de développement doit contribuer au financement du projet. Donc, comme vous le savez, après le départ de l'entreprise russe, on regarde comment la suite va se passer. Et puis aussi le projet de chemin de fer, par exemple, qui intéresse beaucoup la France, et on essaye de contribuer à la réussite de ce projet. Et ça veut dire que vous allez intensifier votre aide? L'aide, elle a beaucoup augmenté depuis 2 ans dans tous les secteurs, parce qu'il est important de participer aux grands projets économiques. Donc à la fois les dons, les prêts ont augmenté, et c'est justement de l'ensemble de ces sujets que nous avons discuté à l'instant avec le président. La deuxième audience, le chef de l'État l'a accordée au représentant résident du Fonds monétaire international. Zoromé Ahmed a salué l'effort fourni par le gouvernement dans le cadre de la mobilisation des ressources internes au Niger. Il dit aussi avoir échangé avec le président Issoufou par rapport aux voies et moyens permettant de renforcer l'assiette fiscale. Voici sa déclaration. L'objet de ma rencontre avec le président de la République, c'était de l'informer sur la mise en œuvre du programme que le Fonds monétaire est en train de soutenir au Niger. Vous n'êtes pas sans savoir que le Niger a un programme économique qui est soutenu par la facilité élargie du Fonds monétaire pour un montant d'environ 120 millions de dollars sur une période de 3 ans. L'objet de ma rencontre était d'informer le président sur les progrès que nous avons réalisés et la mise en œuvre de ce qui reste à faire d'ici la fin de l'année. Quel est le contenu de ce programme que vous conduisez? Le contenu du programme, c'est un programme qui prévoit une augmentation des ressources fiscales, un meilleur contrôle des dépenses. Et le programme prévoit aussi la réduction des arriérés de l'État. Et je peux vous dire qu'à l'heure où nous parlons, nous sommes déjà en avance par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés dans la résolution du programme des arriérés, et aussi de mettre en place un cadre qui favorise la croissance et le développement du secteur privé. Il serait utile que l'État accélère sa capacité de mobilisation des ressources, parce que de toute façon, il ne peut pas y avoir de bonnes politiques si les politiques ne sont pas financées, et les politiques ne peuvent financer que si l'État a une collecte des ressources qui est performante. Déjà, nous sommes dans un contexte où il existe des ressources, mais il serait utile que des efforts supplémentaires soient faits pour que la collecte ait lieu. Vous êtes satisfait? Je suis tout à fait satisfait. Et puis,
Vraiment, l'équipe gouvernementale fait un travail qui est solide et qui nous rend vraiment heureux de travailler au Niger. Issoufou Mahamadou a enfin reçu les nouveaux gouverneurs des différentes régions du pays. Avant leur prise de fonction, le chef de l'État les a instruits pour une prise en compte des préoccupations des populations ainsi que la mise en œuvre officielle du programme du gouvernement, suivant le gouverneur de la région de Maradi, Amadou Babali. Le président de la République nous a reçus, puis il nous a félicités de la confiance qui nous a été placée, et en plus il nous a prodigué effectivement des conseils par rapport à nos missions au niveau des régions. Nous sommes les représentants de l'État au niveau des régions, donc par rapport à ça, ce qui nous attend, c'est effectivement la sécurité des personnes et des biens au niveau de toutes les régions. Après cela, il y a effectivement le problème de l'école qu'il faut régler, le problème de l'eau, le problème des infrastructures, à savoir les routes, tout ce qui s'ensuit par rapport aux infrastructures. Voilà en fait ce que le président nous a donné comme conseil, c'est de tout faire pour être au service du peuple nigérien. Rendons-nous à présent à Agadez où ont débuté hier matin à Ingal les manifestations de la cure salée. Cette édition est placée sous le thème « Sécurisation des systèmes pastoraux pour un développement durable et harmonieux dans la zone pastorale ». Le ministre de l'Élevage a prononcé un important discours d'ouverture en présence du Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini, de plusieurs membres du gouvernement, des députés, des représentants des pays amis et des organisations internationales. Hachim Mohamed et Nassirou Nakakali pour le compte rendu. Berceau des rencontres entre les éleveurs de la sous-région, la Cure Salée 2013 aura été marqué par le saut de renouveau avec le parachèvement de toutes les infrastructures en matériaux définitifs qui permettent de viabiliser les sites et améliorer le cadre de cette rencontre annuelle des producteurs pasteurs nigériens. Outre la majestueuse tribune de 600 places, les latrines, les salles de bain modernes, les cases de séjour pour les invités de marque, la délimitation et la matérialisation du site sont autant d'acquis. C'est dans ces riches décors en couleurs, dans l'ordre et que les manifestations ont démarré en début de matinée avec la levée de couleurs, l'animation, suivi ensuite de l'allocution du bienvenu du maire d'Ingal, Abdoua Mohamed, qui s'est fortement réjoui de ces réalisations avant de rendre un vibrant hommage au Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini, qui a tenu à assister aux manifestations pour la 3e fois consécutive, mais aussi au ministre de l'Élevage, Mohamed Haji Ousmane, pour son engagement de relever les défis qui constituent la réussite de cet événement d'envergure nationale. Au gouverneur de la région, le colonel-major Garba Mekido, pour la coordination des différents chantiers. Le président du conseil régional d'Agadez a de son côté rappelé l'importance de la Cure Salée pour les éleveurs et le cadre qu'elle constitue en termes d'échanges commerciaux et culturels. Mohamed Danako devait ensuite indiquer que l'institution qu'il dirige a l'ambition légitime d'œuvrer pour que cette fête se perpétue et se développe au profit des populations et les générations futures, tout en reconnaissant les actions à mettre à l'actif des autorités de la 7e République sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État Laji Issoufou Mahamadou, au profit du secteur de l'élevage. Le président du conseil régional d'Agadez a sollicité au terme de son intervention une plus grande implication des conseils régionaux, des autorités coutumières dans l'organisation matérielle de la Cure Salée, avec le soutien bien entendu et la supervision de l'État. En prenant la parole de son côté, le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, a également saisi cette opportunité pour exprimer toute sa gratitude au président de la République, chef de l'État, pour l'intérêt sans cesse qu'il apporte à cette fête de la Cure Salée et à son Excellence le Premier ministre Birji Rafini, chef du gouvernement, pour sa présence effective et régulière à cette manifestation. Le colonel-major Garba Mekido a illustré ses propos avec les investissements concourant tous au développement de l'élevage et remercier par la même occasion tous ceux qui ont contribué à la tenue de cette fête nationale, dont entre autres la SONICHAR et l'UNICEF. Ce fut ensuite au tour du président de la haute autorité à la consolidation de la paix,
de prendre la parole pour énumérer toutes les actions réalisées par son institution dans les zones touchées par l'insécurité dont Ingal, à travers l'exécution de plusieurs projets de développement et saluer par la même occasion l'engagement du président de la République Issoufou Mahamadou, du Premier ministre Birgit Rafini et leur sens élevé d'anticipation pour prévenir la déstabilisation de notre pays et des pays voisins comme le Mali. Le colonel Abou Tarka a annoncé le démarrage en janvier 2014 d'un autre programme de consolidation de la paix qui sera financé par l'Union européenne. L'histoire retiendra et les Nigériens se souviendront que c'est pour la première fois qu'un chef du gouvernement participe 3 années durant et de manière consécutive aux manifestations de la Cuir Salée. L'histoire retiendra et les Nigériens se souviendront également que le gouvernement de la 7e République a été celui de la renaissance de la Cuir Salée avec la mise en place d'infrastructures et d'équipements qui permettent de viabiliser les sites et améliorer les cadres de cette rencontre. Ce qui illustre à la perception de cette pensée du maréchal Foch. Nous avons à poursuivre le bien-être sur la terre, mais après en être partis par des institutions qui nous représentent. Fin de citation. L'histoire récente du Niger retiendra et les Nigériens se souviendront de l'engagement du gouvernement de la 7e République en faveur de la sécurité, de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays, ce qui nous permet de tenir cette édition à la grande satisfaction de communautés pastorales. L'histoire récente du Niger retiendra et les Nigériens se souviendront aussi de votre ferme engagement et votre détermination à insuffler une dynamique nouvelle à l'organisation de la Cuir Salée et de toutes les fêtes d'éleveurs afin que ces dernières soient des véritables vitrines d'élevage et de ces techniques. L'histoire récente du Niger retiendra et les Nigériens se souviendront enfin que les investissements que nous avons réalisés nous permettront véritablement de faire de la Cuir Salée un événement de portée internationale et de grande envergure, à l'image du FESPACO, du CIAO, de la FIDAC de Dakar ou du SIAM du Maroc. Voilà tout le sens et la signification que nous donnons au programme de construction des infrastructures en matériaux définitifs, qu'il s'agisse de la tribune de 600 places, de latrines, des salles de bain modernes, des cases de séjour pour les VIP, la réfection du bâtiment de l'élevage, la délimitation et la matérialisation du site, etc. Voilà aussi l'essence que nous donnons à la viabilisation du site de la Cuir Salée qui porte le nom de la célèbre chanteuse de Tandé, Hadiza Awil Al-Her. Aussi voudrais-je saisir cette occasion pour lancer un appui pressant aux partenaires ici présents, aux opérateurs privés nigériens comme étrangers, aux ONG et associations d'éleveurs, aux professionnels du tourisme, afin qu'ils accompagnent cette dynamique. Honorables invités, mesdames, messieurs, la présente édition est placée sous le thème de sécurisation des systèmes pastoraux pour un développement harmonieux et durable de la zone pastorale. Le choix de ce thème n'est pas fortuit, car on sait que l'élevage a toujours constitué un important secteur de production incontournable dans la lutte contre la pauvreté et une des principales sources de revenus des ménages en milieu rural. L'élevage est aussi un puissant facteur d'intégration des économies de notre espace communautaire. La présence à nos côtés de fortes délégations des pays amis en constitue une parfaite illustration. À l'évidence, nous nous devons, fort de ce constat, de nous convaincre que seules les sociétés pastorales, grâce à leur mobilité, permettent de viabiliser et d'exploiter au milieu le potentiel fourrager de notre zone pastorale. Ces activités pastorales, dis-je, permettent de maintenir un équilibre optimal entre les pâturages, les bétails et les populations dans les écosystèmes fragiles. Cependant, la capacité de résilience des sociétés pastorales sont mises à une rude épreuve par des chocs climatiques récurrents et leurs conséquences environnementales, économiques, sociales et politiques. Cette édition de la Cuir Salée a été marquée par la remise de distinctions à une quinzaine de personnalités qui se sont investies à travers leurs moyens ou leur participation physique à l'organisation des différentes Cuir Salées. Parmi ces personnalités, des figures bien connues de l'opinion nationale. Il s'agit entre autres des anciens ministres, dont notamment l'ancien ministre des Affaires sahariennes, nomade Femoudour Zakara, précurseur historique de la Cuir Salée, Alaji Elele Habibou,
Alhaji Akoli Diawal, une douzaine de chefs coutumiers et autres personnalités ressources issues de toutes les régions de notre pays. Alhaji Alele Habibou, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre national du Niger. A noter que peu après cette cérémonie de remise de distinction, le Premier ministre chef du gouvernement s'est adressé aux festivaliers sur un certain nombre de thèmes se rapportant à la vie nationale, notamment les raisons de la formation du gouvernement d'union nationale, les réflexions en cours pour mieux organiser la Kir Saleh future. Je voudrais témoigner, durant les 2 années et demie que j'ai côtoyé le président de la République, son Excellence Issoukou Mahamadou, j'ai noté sa volonté inébranlable et constante de construire le Niger. Il s'agit pour lui d'une obsession, la construction du Niger. Et il a estimé que pour y parvenir, il s'agit de n'exclure personne. Il s'agit de rassembler. Il s'agit d'associer tous les fils et toutes les filles du Niger à cette œuvre de construction nationale. C'est cela l'idée du gouvernement d'union nationale. C'est cela le processus de rassemblement que le président a engagé et qui a été concrétisé pour ses débuts par cette équipe gouvernementale mise en place le 13 août dernier. Il s'agit là donc, je l'ai dit bien sûr, d'un processus. Nous allons vers l'union nationale, gouvernement d'union nationale, où toutes les forces du Niger, où toutes les sensibilités du Niger auront l'occasion d'apporter leur contribution à la construction nationale. J'ai noté également une préoccupation s'agissant de l'organisation de la Kir Saleh, une préoccupation du président du Conseil régional, s'agissant de l'implication des populations dans l'organisation de la Kir Saleh. Je voudrais lui dire, le rassurer, de ce que une réflexion a été engagée pour déterminer le cahier de charge de chacun des échelons concernés par l'organisation de la Kir Saleh. Le niveau national, nous allons définir les types de tâches qu'il aura à faire. Le niveau régional, le niveau départemental, le niveau communal et le niveau communautaire, c'est-à-dire associatif en particulier. Donc tous ces échelons sauront désormais chacun ce qu'il aura à faire s'agissant de l'organisation de la Kir Saleh, de manière à éviter toute frustration, de manière à pouvoir situer les responsabilités dans le système d'organisation de la Kir Saleh.
Retour à Niamey pour signaler l'ouverture ce matin au Palais des Congrès des travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et culturel CESOC au titre de l'année 2013. Dans son discours d'ouverture, le président du CESOC a évoqué certains thèmes de préoccupation nationale avant d'aborder les différents sujets à examiner au cours de la dite session. Compte rendu Lamine Karimadibou et à côté Waglassan. Le président du Conseil économique, social et culturel, Moussa Moumouni Yarmakoy, a, après avoir remercié les différentes personnalités pour leur présence à l'ouverture officielle de la présente session, indiqué que la deuxième session ordinaire du CESOC au titre de l'année 2013 se tient dans un contexte politique particulier qui interpelle tous les Nigériens. Le président du Conseil économique, social et culturel a saisi cette occasion pour exprimer au nom des conseillers et à son nom propre sa pensée aux populations nigériennes victimes des inondations, non sans évoquer la problématique environnementale. Le CESOC partage la préoccupation selon laquelle le réchauffement climatique entraînera au Sahel une surculture des régions non irriguées avec pour corollaire un amenuisement des surfaces cultivables, une baisse des récoltes et partant un accroissement des crises alimentaires. Dès lors, il est à craindre l'imminence d'un danger aux conséquences irréversibles et irréparables si rien de significatif n'est entrepris en termes de riposte appropriée. Les réponses à la dégradation des sols et des eaux, de la flore et de la faune doivent être plus profondes, plus efficaces et plus pérennes. Il est par conséquent impératif qu'une adéquation soit faite entre les capacités de production des écosystèmes et les besoins de plus en plus pressants de la population. Une synergie s'impose donc entre environnement, démographie et développement. À cette fin, le CESOC s'associera avec tous les acteurs publics et privés, nationaux et internationaux, pour mener une réflexion approfondie sur cette problématique et prendre en conséquence des mesures concrètes, urgentes et durables. Le président Moussa Moumouni Diarmakoy dira à l'adresse des conseillers que la présente session sera celle des réflexions et des recommandations pertinentes à même d'accompagner le pouvoir public dans la recherche du mieux-être des populations. Au cours de cette session, nous aurons à examiner d'importants sujets comme le projet de budget de l'exercice 2014 de l'institution, le projet de la révision du règlement intérieur, les comptes rendus des différentes missions, la vulgarisation de la charte sociale de l'ICCIF, le plan d'action triennal 2013-2015 du CESOC. En outre, des recommandations vous seront présentées et des séances de formation s'en suivront. Il vous souviendra que lors de notre précédente session, des thèmes d'autosaisine avaient été identifiés et adoptés par la plénière. Je sais pouvoir compter sur votre perspicacité, votre abnégation, votre dextérité pour traduire les fruits de vos réflexions en études et recommandations pertinentes. Le président du CESOC a appelé une fois de plus les conseillers à œuvrer pour le rayonnement et la crédibilité du Conseil économique, social et culturel afin de mieux répondre aux légitimes aspirations des Nigériens. Cérémonie de lancement de la première édition de la rencontre annuelle des énarques du Conseil de l'entente rénové, c'était ce matin à l'École nationale de l'administration et de la magistrature. Objectif, favoriser les échanges d'expériences et les relations interpersonnelles parmi les énarques. Cette cérémonie a vu la participation du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité, du ministre des Enseignements professionnels et techniques ainsi que de plusieurs invités. D'autres précisions avec Sekinat Abdou et Hayarou.
Cette relance effective des activités du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente fait suite à la décision des chefs d'État et du gouvernement des 5 pays membres prise au sommet tenu en décembre 2011 à Cotonou. La présente rencontre constitue la première édition de la rencontre annuelle des énarques du Conseil de l'Entente rénové. Ce voyage d'études regroupe les 20 meilleurs étudiants des ENA et de l'ENAM des pays membres du Conseil de l'Entente et servira de cadre d'échange et d'établissement de relations interpersonnelles. Le Conseil de l'Entente n'est pas une organisation sous-régionale de plus. De par ses objectifs, elle est une institution qui complète les autres. Ainsi, en développant une synergie et une mutualisation des moyens, il est possible de créer d'autres cadres d'échange qui pourront accélérer la dynamique d'intégration. Je pense ici au projet de création des réseaux des ENA et ENAM, des pays membres de l'espace IOMOA. Il s'agit également du réseau des centres de formation en gestion de collectivités territoriales du même espace. Le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente entend donc redorer l'image du Conseil de l'Entente auprès de la jeunesse et faire découvrir les pays de l'espace Entente à travers ce voyage d'études. En effet, créé depuis le 29 mai 1959, le Conseil de l'Entente, qui est la doyenne des organisations sous-régionales africaines, demeure aujourd'hui la moins connue. Et pourtant, le Conseil est un précurseur de l'intégration sous-régionale, tant par la quantité que par la qualité de ses initiatives en la matière. Au nombre de ces initiatives, la décision prise en 1971 par les chefs d'État de favoriser les contacts des cadres administratifs des 5 États membres. En exécution de cette décision, le secrétaire administratif d'alors du Conseil de l'Entente avait institué la rencontre annuelle des directeurs des ENA et le voyage d'études des élèves administrateurs qui séjournaient de manière rotative dans l'un des pays membres et bénéficiaient des stages pratiques d'1 mois au sein de l'administration du pays visité. C'est pourquoi la nouvelle équipe dirigeante du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente rénové a décidé de capitaliser cet acquis en relançant la dite activité dont l'intérêt dans un environnement actuellement fragile n'est plus à démontrer. Durant une semaine, les participants à cet événement auront droit à plusieurs exposés, dont celui du pays visité et du Conseil de l'Entente rénové, à des visites des administrations centrales et décentralisées et à une visite touristique. Tenue ce jour à Tawa de la réunion annuelle des cadres du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable sous le thème « Contribution du sous-secteur eau et environnement de la mise en œuvre du programme de renaissance du Niger ». Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Et puis, le ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique est depuis hier à Maradi dans le cadre d'une mission d'évaluation du projet pose de la fibre optique pour l'ensemble du territoire national. Les détails avec Ibrahim Hassimso et Hassan Abdou. Ces visites, le ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique les a commencées hier par le département de Guidarounichi, région de Maradi, avant de les poursuivre ce matin à Maradi et à Agué, précisément à Sabonlahi et dans la commune de Mejirgi. Selon le directeur de El Suidi Electric, une entreprise égyptienne chargée de cette pose de fibre optique sur près de 700 km sur les tronçons Konni-Tawa, Konni-Maradi, Maradi-Zender et Maradi-Daïssa, ces travaux sont à 50% d'exécution. Ils ont débuté en février dernier et le délai contractuel est de 12 mois pour une enveloppe globale de 10 millions d'euros. En rencontrant les ouvriers, qu'il a beaucoup encouragé, le ministre Abdoumani a compris qu'ils n'ont aucun problème. Ils sont normalement rémunérés et dans le respect des délais, ce qui a permis de fixer ces populations habituées à l'exode. Seule fausse note, la saison des pluies qui entraîne des effondrements. La mission nous a conduit aujourd'hui sur le tronçon Maradi-Zender, où nous avons constaté que les travaux se déroulent très bien, à la grande satisfaction des sous-traitants, des ouvriers, de l'État du Niger et justement du maître d'ouvrage de la Sonitel. Sur le tronçon Maradi-Agué, je peux dire que la fibre est pratiquement posée.
tout se passe très bien, à un taux de plus de 90% de pose de la fibre optique. Le tronçon Tessawa-Zender aussi, on a constaté un début de pose de la fibre optique, malgré la saison hivernale où on constate que la pluie est en fait aussi, ça s'effondre. Il faut faire avec, mais le travail malgré tout se déroule très très bien. Depuis qu'on a commencé ce travail, nous sommes à plus de 64 000 hommes emplois jour et plus de 600 à 700 millions de francs CFA distribués sous forme de cash forward. Je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut mettre à l'actif du gouvernement de la 7e République, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Alain Issoufou Mahamadou et son Premier ministre Brigitte Raffini. Et la tendance va continuer. D'ici la fin de l'année, nous serons à plus d'1,5 milliard de masse d'argent injectée et distribuée à la population rurale qui sont à l'abri de l'exode rural. Dans le cadre d'une étude de faisabilité de ce grand projet, un séminaire, ce qu'on appelle d'étude d'impact environnemental, a été organisé et validé avec les gouverneurs, les maires communaux et ruraux, et en association justement avec les chefs du village et les propriétaires de ces champs. Donc le but recherché à travers cette étude d'impact environnemental est d'évaluer le coût des dommages qui vont être causés en termes d'environnement, en termes de dommages causés sur les champs. Donc c'est l'occasion ou jamais vraiment de dédommager ce paysage-là. Au cours de cette mission, le ministre Mani a aussi procédé au lancement du projet Connecter une école, connecter une communauté. Une vision très noble selon lui. Le projet Connecter une école, connecter une communauté, c'est un projet qui a été initié par l'Union internationale des télécommunications en rapport avec l'État du Niger. Ils ont connecté 3 écoles pilotes. Une école à Tessawa, une autre à Koni et une autre à Filengue. Nous avons mis cette mission à profit pour visiter l'école de Koni, qui a été effectivement connectée, équipée à plus de 15 à 20 ordinateurs connectés sur l'internet haut débit. Aujourd'hui, le centre de connectivité de Tessawa, le gouvernement du Niger va connecter l'ensemble des lycées, des universités et des collèges de notre pays à cette fibre optique qui est en train d'être installée. Parce que c'est ça l'avantage de l'économie numérique. L'ensemble des Nigériens vont goûter à ce qu'on appelle les avantages du numérique, de la technologie. Ainsi, on va contribuer considérablement à la réduction de ce qu'on appelle la fracture numérique, et les dividendes économiques aussi vont suivre. Auparavant, le ministre Abdou Mani et sa délégation ont rendu des visites de courtoisie aux 2 sultans, à savoir celui du Kassina et celui du Gobir, ces chefs traditionnels, vrais meneurs d'hommes, qui sont aujourd'hui des cadres de développement. Poursuivant sa mission de travail dans la région de Maradi, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a procédé ce matin à l'inauguration du centre d'éducation non formelle Cheikh Dangira Tawa de Maradi offert par RTL Niger. Retrouvons Ibrahim Hassimso et Hassan Abdou. Plusieurs allocutions ont marqué cette cérémonie pleine de couleurs, à savoir l'inauguration du centre d'éducation non formelle de Maradi qui reçoit le nom de Cheikh Dangira Tawa. Pour l'amir du club des jeunes musulmans du Niger, c'est une grande opportunité qui s'offre aux jeunes talibés de Maradi en particulier et du Niger tout entier, car c'est un centre d'une capacité d'accueil de 500 apprenants qui démarre avec 80 filles et garçons de 9 à 11 ans, orphelins, vulnérables, cas social, mais avec une bonne moralité. Offert par RTL Niger, il a coûté la bagatelle de 100 millions de francs et s'établit sur 1,3 hectare totalement émuré avec 6 classes, un réfectoire, un magasin, un bloc administratif et une mosquée. On y dispense des enseignements coraniques, professionnels et traditionnels. Il compte un internat, mais les privés au nombre de 20 pour cette entrée scolaire peuvent choisir l'une ou l'autre option. Pas de connotation, toutes les sensibilités de l'islam sont les bienvenues selon l'amir du club et directeur provisoire du centre Ibrahim Bachir. Dans son allocution, le gouverneur de la région Moussa Lousseini a dit que c'est une importante infrastructure dont le genre n'existe nulle part, qui va beaucoup contribuer à la formation de la composante jeune. Exprimant sa gratitude et sa satisfaction, le représentant du directeur général de RTL Niger a dit que c'est un événement qui va changer la vie de plusieurs centaines d'enfants. La promotion de l'éducation des jeunes occupe une place importante dans notre politique de responsabilité sociale. Cet engagement
qui s'inscrit dans la durée vise l'accomplissement de notre promesse d'entreprise citoyenne qui consiste à apporter des réponses aux espérances sociales des populations. C'est ainsi que nous avons contribué pendant ces 12 dernières années au développement du pays à travers un programme ambitieux de construction et de rénovation d'écoles. Leur équipement en tablement et matériel, la dotation des élèves en uniforme et en fourniture scolaire. Chacune de ces réalisations s'est faite dans le respect de nos spécificités locales. Dans son discours inaugural, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a indiqué que cette cérémonie s'inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté, voire même dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Je me réjouis franchement de cette initiative pertinente d'Airtel Niger, à qui je transmets toutes les félicitations et le remerciement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Alaji Issoufou Mahamadou, et son Premier ministre, M. Brigitte Raffini. Le ministre Abdoumani, qui a qualifié ce centre de joyau social assez atypique, a demandé aux uns et aux autres de mutualiser les compétences et les intelligences afin qu'ils deviennent une référence et une expérience à d'autres partenaires sociaux et qu'ils soient dupliqués dans les autres régions du pays. Après la coupure du ruban et une visite guidée des lieux, le ministre a procédé à la pose de la première pierre de la construction des dortoirs du centre. Construction pour laquelle le Club des jeunes musulmans du Niger a lancé une opération « Un frère, un sac de ciment ». Auparavant, des témoignages officiels de satisfaction ont été décernés à des acteurs pour leurs efforts considérables dans la construction du centre. Rencontre cet après-midi à Niamey entre le ministre des Enseignements supérieurs, de la Recherche scientifique et de l'Innovation et les membres nouvellement élus de l'Union des scolaires nigériens USN. Objectif, présenter le bureau au ministre et lui faire cas de leurs préoccupations. Le résumé de Hamani Seni et Mariam Dakou. Cette rencontre d'échange entre le ministre des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation et les membres du comité directeur de l'USN se veut non seulement un cadre pour présenter ses membres élus au cours du dernier congrès statutaire de la dite structure qui s'est tenu à Tawa du 9 au 12 septembre dernier, mais aussi de discuter de certaines préoccupations les concernant. Notre présence ici, c'est pour vous parler de notre entière disponibilité, notre volonté à collaborer pour la bonne marche des questions d'ordre académique, vous dire que nous sommes ouverts au dialogue par rapport à toute question qui pourrait entraver le bon déroulement des activités académiques à tous les niveaux, que ce soit au niveau des universités, lycées et collèges. En recevant ces représentants des scolaires nigériens, le ministre Ousmane Abdou a tenu à les rassurer de sa disponibilité et sa ferme volonté de collaborer avec eux pour la bonne marche de ce secteur. Il y a un cadre de concertation que nous voulons mettre en place au niveau du ministère de dialogue, comme vous l'avez très bien souligné. Et j'étais très content que vous-même vous inscrivez dans cette ligne droite-là. J'ai eu à le dire au niveau du gouvernement qu'en réalité, nous avons affaire à des syndicalistes responsables. Et qu'on va tous ensemble, comme de coutume, comme de tradition, comme ce que vos présidents ont eu à faire, tenter de gérer les problèmes entre vous et nous dans le cadre de la responsabilité et la sérénité. Les problèmes auxquels vous êtes confrontés, en réalité, ce sont nos problèmes. Et ensemble, j'aimerais que dans le cadre formel qu'on a créé au niveau du ministère, parce que j'aimerais de façon quand le SG va revenir vers moi, de situer une période de rencontre périodique. Qu'il y ait problème, qu'il n'y ait pas problème, il faut forcément que dans ces périodes-là, on puisse venir ensemble s'asseoir pour parler de la gestion de l'école. Mais là, dès qu'il y a un problème là en perspective qui peut se poser, là on peut l'évoquer et puis on peut l'éviter.
Et pour constater de visu les difficultés auxquelles sont confrontés réellement ces étudiants, une visite au campus universitaire est prévue dans les jours à venir. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques qu'accompagnent des cadres centraux des ministères était ce matin au CFPP pour constater la disponibilité des matériels et fournitures scolaires au titre de l'année académique 2013-2014 au niveau des centres de formation professionnelle et technique. Compte rendu, c'est Soumaïl Ibrahim et Isaac Issa. Ce déplacement du ministre des Enseignements professionnels et techniques au centre de formation professionnelle et de perfectionnement CFPP est motivé pour s'enquérir de l'état préparatoire de la rentrée académique 2013-2014, notamment la disponibilité du matériel et fournitures scolaires. Il y a suffisamment de cahiers, il y a suffisamment de matériel, aussi bien pour l'habillement des élèves que pour les cours. Donc je pense que la rentrée sera effective le 1er octobre et toutes les dispositions sont prises pour cela. Nous avons fait cette visite en présence du syndicat des enseignants de formation professionnelle et en présence aussi du syndicat des élèves de l'enseignement technique et professionnel. Et comme vous le constatez, l'ensemble des parties prenantes apprécie à sa juste valeur les dispositions qui ont été prises pour cette rentrée. Justement, tous les acteurs de la formation professionnelle et technique se réjouissent du niveau de la préparation. Moi, je suis très ravi de constater la présence des matériels didactiques et même de tenue des élèves pour préparer la rentrée 2013-2014. Donc nous sommes du côté du ministère pour les accompagner à ce que cette rentrée soit une rentrée effective et une rentrée pas comme les autres rentrées, mais cette fois-ci une rentrée académique. Aujourd'hui, beaucoup de choses nous laissent à croire que la rentrée va être effective et nous croyons à cela. Nous ajoutons à dire aux camarades que tout est là pour que la rentrée soit effective. Pour accompagner cette disponibilité du matériel et fournitures scolaires, le ministère s'est également pris à temps par rapport au règlement des pécules des élèves. Au moment où je vous parle là, les pécules de vacances, c'est-à-dire que le mois de juillet, août, septembre, tous les élèves à la rentrée d'octobre vont trouver leur pécule dans leur chef-lieu de région. Toutes les autorisations de dépenses sont sorties, que ce soit pour les élèves des centres et CFPT. Autre aspect encore de la rentrée, c'est en ce qui concerne, c'est ça même la caractéristique principale de notre formation professionnelle. C'est-à-dire que vous savez, la formation professionnelle, c'est 80% de pratique et 20% de théorie. Là, sur ce point, tout ce qui va fonctionner, faire fonctionner nos ateliers, nous avons déjà fait des AD qui sont au niveau du ministère des Finances, ils vont les traiter et je pense que d'ici le 1er octobre, les AD relatives aux matières d'œuvre seront au niveau des chefs-lieux de région. C'est dire que tout est fin prêt pour une rentrée réussie et effective pour le 1er octobre au niveau de l'enseignement professionnel et technique. De l'enseignement, on va à la santé. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier régional sur la chirurgie de guerre à l'entretien des professionnels de la santé du Niger et du Mali. Cette formation vise à mieux renforcer les capacités des services de santé dans un contexte humanitaire où les besoins de prise en charge des blessés par balle ou par mine sont une réalité. Compte rendu, Hamzat Mamadou et Issoufou Suleiman. Organisée par le Comité international de la Croix-Rouge, cette session de formation a pour objectif principal de renforcer les capacités des professionnels de la santé du Niger et du Mali sur les techniques de la chirurgie de guerre, avec pour thème prise en charge des blessures par armes à feu et mines. Ce séminaire régional sera un cadre d'échange et de réflexion permettant aux participants de bénéficier des savoir-faire du CICR fondés sur plus de 50 ans d'expérience en matière de traitement des blessures de guerre dans des situations de ressources limitées. Depuis toujours, le CICR, depuis sa création, s'intéresse à l'accès aux soins de santé. Ça a été le premier acte de la Croix-Rouge sur le champ de bataille, c'était de sauver des blessés, c'était de pouvoir leur permettre d'avoir accès à ces soins-là.
Le CICR, il faut le rappeler, a une vocation humanitaire et a toujours été utile aux moments difficiles de la vie des combattants. Le thème de ce séminaire, la prise en charge des blessés par armes à feu et mines, initié aujourd'hui au profit des professionnels de la santé, s'adresse à plus d'un titre le personnel de santé des armées, véritable urgentiste des victimes d'armes à feu et de mines. C'est pourquoi je demande au personnel militaire ici présent d'accorder un intérêt particulier à cette rencontre. Enfin, soyez rassurés que les forces armées nigériennes seront présentes à tous les rendez-vous du CICR et feront tout pour que le dynamisme de notre partenariat soit maintenu. Le secrétaire général du ministère de la Santé a salué la tenue de la présente formation car les professionnels de la santé du Niger et du Mali bénéficieront d'un programme de santé primaire dans la zone affectée par les conflits armés. Le présent atelier regroupe des chirurgiens civils et militaires nigériens ainsi que leurs homologues du Mali. Il s'agit à cette occasion pour ces professionnels de présenter la méthode CICR dans la prise en charge des blessures de guerre, d'échanger sur les méthodes de prise en charge des blessures de guerre et se familiariser avec les méthodes utilisées par le CICR dans ce domaine. En outre, des conseils pratiques seront dispensés particulièrement dans les situations de ressources limitées. Cette démarche du CICR est en harmonie avec l'objectif que s'est fixé son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, qui fait de la sécurité des personnes et de leurs biens une de ses premières priorités. Cet atelier, le deuxième du genre, durera 3 jours et permettra aux chirurgiens, anesthésistes, infirmiers et kinésithérapeutes d'aborder différents sujets, notamment l'hygiène, la balistique, les techniques de pansement et la réadaptation physique des amputés. Ouverture ce matin à Niamey des travaux d'un atelier sur l'identification des thèmes d'appel à proposition de projets de recherche sur les filières maraîchères et fruitières. Objectif, développer l'économie à travers l'agriculture. Moudanchourou, Ouma Jamila et Askou Jibrila. Le présent atelier regroupe une cinquantaine d'acteurs intervenant dans le domaine de la recherche agricole. Au centre des échanges, la définition de thèmes de recherche qui feront l'objet d'appels à proposition d'activités de recherche, recherche de développement, recherche de vulgarisation ou recherche stratégique. Les thèmes seront axés sur les contraintes exprimées par les producteurs. Les fruits et légumes. Je ne voudrais pas empiéter sur les interventions de certains d'entre vous qui sont mieux outillés que moi pour en parler, mais il suffit de faire un petit tour au petit marché de Niamey pour se convaincre de l'importance de ces deux filières en ce qui concerne la demande. Mais il suffit aussi d'aller au marché de Katako pour conclure que nos besoins en ces produits sont pour une grande part couverts par une importation non négligeable. Dans le même ordre d'idées, tout le monde connaît l'engouement des Nigériens pour le copto, mais peu d'entre eux savent que c'est massivement que nous importons les feuilles de moringa. C'est vous dire que nous avons des besoins importants en consommation de fruits et légumes. Mesdames et messieurs, chers participants, suivez donc la corniche depuis Yantala jusqu'à Gamkale et même Kolo, pour vous rendre compte que de nombreuses familles vivent de ces activités. Mettre cette thématique dans le programme des fonds compétitifs me paraît donc pertinent. Chers participants, il est donc attendu de vos débats des thèmes pertinents pour booster notre production horticole. Je vous recommande d'être le plus précis possible dans vos propositions car, contrairement à l'appel précédent, nous envisageons cette fois un appel fermé. C'est-à-dire que les disciplines ou les activités seront orientées et précisées. Il ne s'agira donc pas pour les chercheurs de faire toutes sortes de propositions à même d'améliorer le type de production. Les thèmes ou les disciplines seront précisés. Ainsi, par exemple, il pourrait s'agir de résoudre des problèmes de semences ou des problèmes phytosanitaires ou des problèmes de résistance à tel ou tel facteur négatif. On pourrait toujours, à titre d'exemple, s'orienter vers des questions d'amélioration génétique, le développement de nouvelles techniques d'irrigation ou de lutte biologique, par exemple. Rappelons que cet exercice est le deuxième du genre que le Conseil national de recherche agronomique organise dans le cadre de la mise en œuvre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest.
Lancement ce matin à Kirtachi, dans la préfecture de Kolo, des activités de lutte contre le sida cordifolia. C'est une plante qui occupe les aires de pâturage, empêchant ainsi la pousse des herbes utiles au cheptel. Il s'agit ici de les couper et les sécher en vue d'une transformation alimentaire pour le bétail. C'est une initiative des chercheurs du département de production animale de l'INRAN. Les détails avec Jouari Isiaka et Bachirou. Le sida cordifolia est une herbacée à germination élevée. Elle est apparue en 1984 dans la zone. Elle pousse rapidement et occupe plus d'espace. Dans la région de Kolo et précisément à Kirtachi, le sida cordifolia a pris des proportions inquiétantes, alors même que c'est la zone qui enregistre la plus forte concentration d'animaux du département et même d'ailleurs. C'est pourquoi Kirtachi a été choisi par les chercheurs pour entamer la lutte contre l'espèce envahissante et nuisible. Ici, nous sommes dans une aire de pâturage envahie par le sida cordifolia. Le sida cordifolia est une malvacée qui est à l'état naturel, à l'état vert, elle n'est pas consommée par les animaux. Et elle étouffe les autres herbes appétées par les animaux à se développer. Donc, c'est un fléau national. Partout où les aires de pâturage existent au Niger, surtout en zone agricole, elles sont envahies par le sida cordifolia, comme je le disais, une plante non appétée en vert. Maintenant, le moyen de lutte, c'est surtout la lutte mécanique. Elle consiste à faucher ou à arracher le sida avant la floraison. Donc, pour couper son cycle. Et le sida, il s'est propagé parce qu'il était transporté. Les grains ont des poils qui s'accolent aux pattes des animaux, qui les transportent d'un endroit, d'une aire de pâturage à une autre. Voilà comment il est disséminé. Pour les autorités administratives du département des Kolo, cette action est salutaire, d'autant plus que la principale difficulté qui mine l'épanouissement du secteur de l'élevage se trouve être l'alimentation. Or, le déficit fourrager est récurrent depuis 4 ans. En effet, l'élevage occupe une place de choix dans le département de Kolo après l'agriculture. En 2012, le cheptel était estimé à 244 946 UBT, toutes espèces confondues, et intéresse presque tous les ménages du département. C'est un des meilleurs moyens de lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, ainsi que l'épargne économique. C'est pourquoi le gouvernement de la 7e République l'a choisi comme un des axes prioritaires à travers l'initiative 3N. Nous invitons la population riveraine du site et les services techniques à apporter tous les appuis nécessaires à l'aboutissement des résultats concluants. Nous souhaitons aux chercheurs courage et bonne chance. Cette plante sera coupée et séchée pour une transformation alimentaire au bénéfice du cheptel. Cette lutte va se poursuivre partout où le sida cordifolia sévit. Cette plante, comme je le disais, elle n'est pas appétée en verre, mais transformée en foin, elle est bien appétée par les animaux, pour la production de viande, pour la production de lait et pour les animaux à l'entretien. Donc on peut l'associer à la technologie de blocs multinutrition. Comme on peut la donner à l'état naturel, les animaux en saison sèche, ils mangent ça correctement à l'état sec. Il faut rappeler qu'elle est financée par le programme de productivité agricole de l'Afrique de l'Ouest, PPAO, et mise en œuvre par des chercheurs nigériens. La loterie nationale du Niger, l'ONANI, fait encore des heureux gagnants. Ils sont cette fois-ci 2 à remporter plus de 27 millions de francs CFA. C'était lors de l'ordre d'arrivée exact du quintet du lundi 9 septembre 2013. Compte rendu Mahmoudou Idrissa Ousmane et Sani Issoufou. Ils sont 2 parieurs à avoir gagné le gros lot de la Lolani lors des Jeux quintet du lundi 9 septembre 2013. Le premier, Lawali Maman Dadé, ressortissant de la région de Difa, et le second, Insa Issoufou, ressortissant de la région de Niamey. Ils sont tous devenus aujourd'hui millionnaires, respectivement avec 27 719 000 francs CFA pour le premier et 27 724 000 francs CFA pour le second. Monsieur Insa Issoufou est le 358e gagnant
multimillionnaire de l'année 2013. Il est le 32e DK millionnaire, plus de 10 millions de cette année. Il a été déclaré gagnant dans l'ordre exact de l'arrivée du quintet de la journée 352, correspondant aux journées 9 septembre 2013. La valeur de son lot est de 27 724 500 francs CFA. Monsieur Maman Sade Lawali, il est le 359e gagnant multimillionnaire de l'année 2013. Il est le 33e DK millionnaire, plus de 10 millions de cette année. Il a été déclaré gagnant dans l'ordre exact de l'arrivée au quintet de la journée du 252, correspondant au lundi 9 septembre 2013. La valeur de son lot est de 27 719 000 francs CFA. Tous heureux, ils ont remercié la Loterie nationale du Niger qui fait chaque jour des heureux gagnants et ont réitéré leur détermination à parier davantage et à faire bon usage de leur fortune. Ina murna da wanga take na turwasan amini na ne ya yi shi ya ce iya farin ciki ya sa na cikin arzikin shi ni ma in zo in ɗauka mai shi in samu wani abu kuma yana yin ta ne kullum bai taɓa samun katarin ya ci manyan kuɗi ba gurolo kamar wanga. Avec la Lolani, la fortune aux gagnants et le bénéfice à la nation. Un mot de sport avant de boucler cette édition. L'Olympique Football Club vient de procéder au renouvellement de son bureau exécutif à l'issue d'une assemblée générale élective au cours de laquelle 14 membres auront à insuffler une nouvelle dynamique au sein du club qui cherche à redorer son blason. Le résumé de Issoufou Adam Kodo. Le bon sens, à cela s'ajoute l'esprit de la tolérance, égale entente et compréhension mutuelle. C'est du reste ce qui a prévalu au sein de la maison Olympique Football Club. Prenant la parole, l'un des patriarches de ce club, en l'occurrence Al-Haji Seydou Diori Di Santos, a tiré une leçon de ce qui est arrivé par le passé au club. Un acte ayant sapé, voire disloqué toute cette famille. Résultat, l'Olympique d'alors a pris un sérieux coup à tout point de vue. Une sorte de mea culpa collectif où l'on s'est dit les 4 vérités, avec comme leitmotiv désormais, seul l'intérêt du club doit prévaloir, enterrant donc tout ce qui est suspicion ou malentendu. À la nouvelle équipe, Al-Haji Santos a dit sans retenue de s'armer de patience en les comparant à un tas d'ordures où tout sera déversé sur eux. Et c'est cela, d'ailleurs, la vie associative. Pour sa part, le président sortant, M. Maliki, il a dit qu'il quitte avec regret, mais il ne s'agit point d'une rupture, toujours, encore et encore, avec l'Olympique et aussi avec le même amour. Un patrimoine, on le sauvegarde, quel qu'en soit le prix, a-t-il conclu. C'est donc de la façon la plus consensuelle que le nouveau bureau, composé de 14 membres, a été mis en place, avec l'approbation de toute la famille olympique. À la tête, M. Hama Amadou, déjà président d'honneur. Le guide, c'est d'abord la volonté des supporters. C'est eux qui font du football. Le guide, c'est l'ambition que nous nous donnons pour les exercices à venir. Le guide, c'est quel est l'état des lieux aujourd'hui des forces au niveau de l'Olympique. Quelles sont les faiblesses en termes d'encadrement sportif? Quelles sont les faiblesses au niveau de la composition de l'équipe? Quelles sont les forces également que nous avons en termes de ressources financières, en termes de potentiel mobilisable de ressources financières, en termes de joueurs, de perspectives à recruter ou à des départs que nous pourrions subir au cours de cet exercice, puisque le bureau sortant vous a dit déjà qu'une certaine partie de nos joueurs ont un contrat vis-à-vis du club qui arrive à terme bientôt. Une belle leçon de sagesse qui certainement aura des répercussions positives sur le club lors de la toute prochaine saison. Il va sans dire que le Lion est en passe de reconstituer sa crinière.
Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez sur Télé Sahel. Au revoir.